la matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous. On a fait un faux départ tout à l'heure avec notre live. Il y a un problème de console, ça arrive. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Vous êtes toujours là, c'est super sympa. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, vous savez, pour que justement on nous voit plus, surtout sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau live. Et c'est reparti alors pour un tour. Je suis de nouveau très heureuse de retrouver Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Ah non, j'étais un tout petit peu en avant. Mais on vous entend, c'est déjà super. Alexandre Langlois, je disais, votre livre Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie d'édition Talma. Régis de Castelnau, auteur du blog Vue du droit et du livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Je disais qu'on avait beaucoup de sujets très variés, très intéressants aujourd'hui. Mais avant de partir sur des sujets un peu plus politique, justice, j'aimerais bien vous faire réagir quand même à cette belle délégation qui a suivi Emmanuel Macron au Maroc. Et je me tourne d'abord vers Régis de Castelnau. Alors, c'est du macronisme chimiquement pur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est 17% de satisfait dans son pays, ce qui est quand même extraordinaire. Quelle popularité! Et il part là-bas, au Maroc. Alors moi, ça me touche un peu, je suis né à Rabat. La famille de ma mère était originaire du Maroc. Ah oui. Et donc, j'entretiens des rapports affectifs avec cette région. Et donc, je constate qu'il a fait le pire du macronisme. C'est-à-dire qu'on a la famille Adams. J'espère que vous avez vu la photo où on voit BHL, Ariel Dombal, Jacques Lang. Mon Dieu, Jacques C'est eux Lang. vous appelez la famille Adams, c'est pas mal, ça leur va bien. Oui, la photo est Oui, c'est vrai, exceptionnelle. c'est vrai. C'est vraiment le musée des horreurs. Ils n'ont pas l'air en forme en plus, physiquement. Non, mais c'est une espèce de caricature. Et puis, à côté de ça, il a invité plein d'infréquentables pour faire joli dans le tableau, en même temps, et Bellatar, El Guerrouj, le gars qui a failli tuer un de ses amis du Parti Socialiste à coup de casque, qu'on s'est bien gardé de juger pendant son mandat, et il a finalement été condamné une fois que les 5 ans étaient écoulés, alors qu'il avait fait cette agression au début. Donc, non, mais c'est une caricature et ça nourrit plein de polémiques. Je ne comprends pas très bien comment fonctionne cet homme. On sait qu'il y a une dimension narcissique, on sait qu'il y a une dimension psychopathique, mais là, alors qu'il est en difficulté politique majeure, énorme, tout ce qu'il ne doit pas faire, il le fait. C'est ridicule cette délégation et ça énerve. La presse, les réseaux, tout ça rebondit de polémique. Non, c'est catastrophique. Il faut qu'on se débarrasse de ce gars rapidement. Ça, c'est certain. Et juste, on reste un petit peu sur les protocoles même. Juste le protocole qui n'a absolument pas été respecté, puisqu'on avait quand même un Yacine Bellatar qui s'est présenté en jogging basket devant Mohamed VI. Donc, c'est quand même grave que la délégation présidentielle ne soit pas capable de tenir le protocole. Je réponds une seconde là-dessus, Clémence. Moi, je me rappelle aussi du temps de l'immense présidence de l'immense président François Hollande, quand les ministres des Affaires étrangères allaient en Afrique en jogging basket, alors qu'ils étaient reçus, parce que c'est les traditions, en Afrique, ils étaient reçus par des gens qui étaient en grande tenue, soit les tenues traditionnelles d'ailleurs, soit les tenues occidentales. Non, c'est devenu une espèce d'habitude comme ça, de désinvolture que les pays visités, je pense en particulier en Afrique, prennent très mal. Évidemment. On ne le respecte pas, ils ont raison de considérer qu'on ne le respecte pas. Cette désinvolture est scandaleuse. Alors, malgré tout, il y a eu quand même moi je trouve, des tournures par moments dans le discours qui avaient l'air sensées et intéressantes, et notamment cette idée de rapprochement avec le Maroc. Là, on est un peu plus sur le fond. Et puis, cette volonté de réussir enfin à mieux collaborer sur les questions des OQTF, par exemple. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau sur la question des ressortissants des Marocains en situation irrégulière. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu
avec mon homologue, de suivre directement cette question à notre niveau, avec des points d'étape réguliers. Alexandre Langlois, vous avez entendu, donc pour les OQTF qui pourraient être mieux mises en place, respectées, exécutées, et puis plus largement sur cette fameuse délégation présidentielle. On va commencer par la délégation, c'est rigolo parce que finalement Emmanuel Macron était déjà allé en basket au moment de l'enterrement de la reine d'Angleterre il y a quelque temps aussi. Enfin, c'était pas pour la cérémonie, mais il se promenait en basket, ça avait choqué tout le public britannique. Donc finalement, la cour qu'il a amenée avec lui est à son image. Et d'ailleurs, Yacine Bellatar n'est pas dans la délégation officielle, ceci dit. Donc, il peut venir en jogging. Donc, il y avait marqué qu'il n'était pas dedans. C'est de l'ironie. L'autre chose sur Bruno Retailleau, là, c'est de la politique pure, en fait. C'est du conditionnel surtout. On va se réunir régulièrement. On pourrait mettre des nouvelles procédures super bien. Au final, c'est de la flûte, quoi. Au final, il n'y a rien d'acté. Il aurait pu faire le discours tout seul ou aller au Maroc, ça n'aurait rien changé. Puis en plus, à ce script-là, il n'y a plus que 174 pays à faire pour faire des OQTF et des négociations dans tous les pays du monde. Autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Et dernière petite chose, c'est la délégation, j'ai oublié de dire, oui, quand même 122 personnes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la politique, etc., qui n'ont pas un mandat du peuple français. Oui, parce qu'il y en a à peu près 5 du ministre, des gouvernements, et puis le reste, c'est de la culture, soi-disant culturelle. Oui. Oui, voilà, donc du coup, c'est important. L'Élysée montre l'exemple. Les Français doivent se serrer la ceinture pendant que la cour va s'amuser à l'extérieur. Et pas pour rien que j'imagine qu'Emmanuel Macron a choisi un royaume, parce que là-bas, comme ça, on peut l'acclamer, les gens l'aiment bien, il est content, il aimerait bien avoir des choses pareilles en France. Donc voilà, donc c'est juste pour montrer que nous sommes loin de démocrates que nous avons envoyés là-bas. Plutôt ça court et ça coûte encore une fortune dans un moment difficile pour l'économie française. Régis, un mot peut-être sur le discours de fond et les OQTF, par exemple ? Oui, alors, j'ai tendance à dire que c'est pas trop tôt qu'on se réconcilie avec le Maroc. Oui. Écoutez, on a eu une époque où le Maghreb était sous notre contrôle. L'Algérie, c'était une colonisation. Tunisie, Maroc, des protectorats. On a des communautés d'origine maghrébine très importantes en France. La moindre des choses, c'est d'entretenir de bonnes relations avec les pays. Alors, actuellement, avec l'Algérie, c'est très mauvais. La responsabilité de l'État algérien est lourdement engagée. Là, je ne vais pas trouver des excuses à Macron. Il y a une situation qui est difficile. Mais en revanche, la fâcherie avec le Maroc, dont on va, j'espère, sortir, c'était lui le principal responsable. Alors, c'était quoi l'origine ? C'était quoi l'origine de cette fâcherie ? Il y a plusieurs éléments qui font que il y a aussi la personnalité de Mohamed VI, il y a les désinvoltures d'Emmanuel Macron qui font qu'il y a eu une accumulation comme ça. Alors le prix à payer, il est lourd, le prix à payer parce que c'est le ralliement sur le Sahara. C'est une vieille affaire, c'est assez particulier. Il y a une déclaration d'indépendance soutenue par l'Algérie. Il y a un problème de décolonisation, c'était le Sahara espagnol auparavant. Les Marocains en ont toujours fait quelque chose de très important pour eux. C'est comme Taïwan pour la Chine ou le Kosovo pour la Serbie. C'est pas à l'échelle, mais pardon. Donc là, on se rallie complètement à une position qui, au plan international, est quand même très discutée. Très discutée. On s'isole un peu là à cette occasion. Je pense qu'on aurait pu essayer une autre stratégie plutôt que tout d'un coup choisir un des deux camps. Bon. D'accord, ok. Alors, on va changer de sujet, on part, et là, c'est un sujet qui était choisi par Alexandre Langlois, donc je vais vous donner la parole en premier, Alexandre, sur ces 4 ans de prison requis contre un policier à Marseille, et en parallèle, on va rappeler cette histoire, un autre policier mis en examen à Levallois. Alors d'abord, lundi 28 octobre, le parquet de Marseille a requis 4 ans d'emprisonnement contre donc, ce policier de 44 ans. Il est soupçonné d'être en lien avec un réseau de narcotrafiquants, et même de leur avoir fourni des informations tirées des fichiers de police. Et alors, il se trouve qu'en parallèle, à Levallois, un policier a été mis en examen pour des faits similaires. Il aurait partagé ces informations à son fils et d'autres relations plus ou moins proches. Le policier de 54 ans, celui-ci, a été placé en détention provisoire et interpellé le 9 octobre, puis mis en examen 2 jours plus tard. Et donc, Alexandre Langlois, vous souhaitiez réagir justement à cette police inquiétée ?
Je voulais réagir parce que du coup, ça fait écho au sujet qu'on avait traité sur les gardiens de prison ou sur les concours où ils étaient infiltrés par des gens qui mettaient directement les narcotrafiquants, des gens directement au sein des prisons en passant le concours légalement. La police, c'est de la même chose. Il y a des gens qui peuvent arriver par le concours et pour les plus anciens aussi, c'est là où on arrive au système de corruption en France. À force de ne pas payer les fonctionnaires à un niveau décent pour les policiers, il y en a qui peuvent se laisser tenter par la corruption. Et l'autre chose, pour la DGSI, ce qui montre quand même la DGSI qui nous dit qu'ils sont super sur tout, qu'il n'y a pas de faille, etc. Ouais. S'ils ne sont pas capables de détecter des gens au sein de chez eux qui passent des fichiers, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un passe un fichier, on sait qu'il passe. Donc, il y a un moment, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de détecter ça, j'ai un peu peur pour le reste de la sécurité, du contre-espionnage et du contre-terrorisme français. Et l'autre chose, c'est qu'on a aussi l'impression qu'il y a eu un double discours, une fois de plus, parce qu'en fait, ces fonctionnaires, notamment pour celui de la DGSI, il n'a pas vu assez grand. Parce que l'ancien directeur de la DGSI, M. Patrick Calvar, lui est parti aux États-Unis se vendre carrément à une boîte américaine. Oui. Donc, ça ne pose pas de problème pour lui, du coup. Et il en connaît beaucoup plus, parce qu'il faut savoir que la DGSI travaille de façon cloisonnée, c'est-à-dire que chacun ne connaît qu'une partie du sujet. Donc, pour donner un exemple très caricatural, mais pour que tout le monde comprenne, on va dire à un fonctionnaire de la DGSI, toi, tu portes une valise du point A au point B. Au point B, quelqu'un d'autre porte la valise et l'amène à un autre endroit, mais personne ne sait ce qu'il y a dans la valise, à part celui qui l'a mis, celui qui l'ouvrira. Et entre les deux, personne ne sait pourquoi ils ont porté la valise de tel point à tel point, sauf celui qui est en charge de la direction des opérations, au niveau de la direction. Donc, du coup, c'est-à-dire que là, on est en train donc, de chercher des poux à juste titre à des personnes qui ont passé des fichiers à la DGSI, mais par contre, que quand on a un directeur qu'on connaît beaucoup plus, qui a géré les opérations et qui a une vue d'ensemble du périmètre, lui, c'est pas grave qu'il aille se vendre à une puissance étrangère. Donc, ça fait quand même deux poids, deux mesures. Et après, l'autre chose, du coup, c'est que le retard sur la DGSI, et puis pour Marseille, malheureusement, ça fait que continuer de montrer qu'on arrive de plus en plus dans un narco-État avec quelque chose où, quand on ne paye pas les fonctionnaires, au bout d'un moment, ceux qui ont des missions de pouvoir où ils peuvent être sujets à la corruption, ça finit par arriver. Donc, c'est un problème de salaire, vous pensez, au cœur du sujet? Suivant les âges, oui, parce qu'il y en a, au bout d'un moment, ils se disent, attendez, nous, on est payé quand on commence sa carrière entre 1007 et 1008, suivant. Quand on finit de carrière, si on n'a pas passé de concours et qu'on est resté gardien de la paix, on finit à 2005. Finalement, aujourd'hui, on peut se faire attaquer au katana, comme on a vu à Lorient récemment, on peut se faire tirer dessus. Si on intervient en mission, on peut se retrouver au tribunal parce qu'on est présumé coupable. Résultat des courses, au bout d'un moment, les gens ne veulent pas se faire tuer ou alors risquer d'aller en prison pour avoir fait leur travail pour des clopinettes. Donc, la démotivation est énorme. Donc, du coup, les gens, il y en a qui se disent, écoutez, on va arrondir les fins de mois. Et surtout que, comme on a pu voir, en parallèle, l'exemplarité ne vient pas d'en haut. Les gens se gavent avec des conflits d'intérêts dans tous les sens, se disent, écoutez, pourquoi pas moi? Donc, en fait, il y a tout un ensemble qui fait que les gens ne recrutent pas au bon niveau, on ne les paye pas assez, et l'exemplarité d'en haut, c'est zéro. Et donc, la DGSI, je voulais en parler pour ce double discours. D'un côté, quelqu'un qui passe des fichiers, ce qui est parfaitement normal qu'il soit sanctionné, et de l'autre côté, un directeur, lui, qui a connaissance de vue d'ensemble des choses, et que la DGSI travaille cloisonné pour éviter ça, lui qui se vend à une puissance étrangère, et là, ça passe crème. Donc, voilà, donc c'est quelque chose de dommage et qui écorne une fois de plus l'image de la police à cause de l'incompétence de nos politiques. Régis. Alors, je partage tout ce que vient de dire Alexandre. Il y a la cupidité, il y a aussi la lassitude, il y a la pauvreté aussi, au bout d'un moment. Oui. Quand vous vivez chichement, mais il a pointé quelque chose de très important, ce que j'appelle la démoralisation. C'est pas que les gens sont malheureux, ils le sont probablement, mais c'est que ce qui se passe en haut, c'est-à-dire la corruption géante, Alstom, McKinsey, des élites, démoralise l'ensemble de la société. Ça redescend. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la corruption commence par en haut chez nous. Il n'y a pas que chez nous d'ailleurs. Elle commence par en haut. Et après, qu'à la base, on se dise à quoi bon. Et puis il y a une gradation. D'abord c'est un cadeau, puis après c'est autre chose, puis c'est un petit service, et puis c'est un engrenage. Mais comment voulez-vous être convaincant quand vous avez le spectacle? Parce qu'en plus, ce dont on parle, cette corruption d'en haut, elle est visible, tout le monde le sait. On a parlé de la drogue et des parlementaires qui s'y adonnent, sans qu'il y ait la moindre sanction, la moindre conséquence. On entend tous les jours les histoires de corruption. Je reviens bien sûr sur l'affaire du fonds Marianne, Samuel Paty, il ne se passe rien. Alors que c'est une corruption, c'est un détournement de fonds publics parfaitement ignoble. Non, il ne se passe rien. Alors après, effectivement, le procureur va se lever et va faire un discours moralisant et requérir 4 ans de prison.
Alors, je ne connais pas du tout le dossier, peut-être que c'est justifié. En tout cas, il faut lutter contre ça, mais l'exemple ne vient pas de haut. Et concernant les magistrats, je rappelle que dans la plus grande discrétion, il y a la présidente d'une juridiction d'outre-mer qui va être mutée, déplacée, parce que de lourdes présomptions pèsent sur elle, hein, mais effectivement, on étouffe tout ça. Magistrats de haut niveau. Alors, et juste pour rebondir aussi sur la corruption, je repense à ça, moi, quand j'avais commencé à Roissy en 2007, les compagnies aériennes graissaient grassement la patte la direction de la police aux frontières. Certains avaient des séminaires à l'étranger suivant les pays des compagnies. Et puis, en plus, certains fonctionnaires qui étaient corrompus, enfin, qui avaient des cadeaux, avaient l'audace. Il y a par exemple une compagnie aérienne qui avait offert un stylo Mont Blanc d'une certaine valeur à un commandant de police qui a dit « Ah, il écrit pas très bien, est-ce que vous pouvez pas me le renvoyer pour qu'il m'en offre un autre ?» Voilà, donc on en était là. Donc ça pose quand même des questions. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a aussi en même temps aujourd'hui un ministre de la fonction publique qui veut lutter contre les jours de carence dans la fonction publique, sur les arrêts maladie. C'est-à-dire plutôt que de lutter contre la fraude et les fraudeurs qui profitent d'arrêt maladie, lui choisit de sanctionner les malades. Et je rappelle que dans la police, quand même, il y a déjà un suicide quasiment par semaine, des dépressions, des burn-out. Lui, ce qu'il est en train d'envoyer comme message, non, il faudra continuer d'aller travailler, voilà, pendant que les gens à l'Assemblée nationale sont absents dans tous les sens. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Là-dessus, on va y aller carrément. Okay. Donc, Guillaume Kasbarian, donc ministre de la fonction publique, a affirmé mardi dernier vouloir lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique. En hausse cette année, il redonne les chiffres, 77 millions de jours d'absence contre 43 il y a quelques années, soit l'équivalent de 300 000 temps plein et 15 milliards d'euros selon le ministre. Toujours, je cite cet article et cette interview qu'il a donnée dans le Figaro. Donc, il dit, voilà, on pourrait faire des économies énormes et comment faire ? Eh bien, limiter ces absences par plusieurs méthodes et il les met en place. Alors, à ce sujet, justement, donc vous avez commencé à en parler, Alexandre Langlois. Dans ces réponses, qu'est-ce que vous voyez de bon ou de moins efficace ? Déjà, il est à côté de la plaque. Alors déjà, on commence par il ment, déjà. Voilà. Il ment sur le détournement des stats de l'INSEE. Parce que sur le nombre de jours de carence supérieur dans le public que dans le privé, c'est vrai pour la fonction publique territoriale, dont exactement la seule sur laquelle il n'a pas la main. Voilà. Donc, sur la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, les chiffres sont similaires que le privé. C'est vrai, donc, parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette image de l'hôpital. C'est dans les stats de l'INSEE, voilà, des gens ont récupéré en disant attendez, le ministre dit des choses, mais en fait, il déforme la réalité. Et les deux fonctions publiques sur lesquelles il a la possibilité d'agir, c'est les seules qui, entre guillemets, sont dans la norme nationale. L'autre chose, c'est qu'il y a quelques années, la réalité de la fonction publique d'État, pour laquelle j'étais, ce qu'ils avaient passé à enlever les jours de carence, et ils s'étaient partis du calcul suivant, c'est qu'en fait, quand les gens prenaient un arrêt maladie, comme il y avait des jours de carence, au lieu de s'arrêter le temps de se soigner, ils se prenaient un mois, en disant tant pis, moi j'ai perdu 3 jours de salaire, je m'arrange pour être malade 1 mois. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que du coup, les arrêts maladie, une fois que les gens ont eu le droit de se soigner normalement, les arrêts de maladie étaient beaucoup plus courts, parce que les fonctionnaires prenaient un temps d'arrêt nécessaire. L'autre chose derrière, ce qui est aussi assez insupportable, c'est qu'il fait exprès de confondre par un sophisme même pas habile, absentéisme et arrêt maladie. C'est-à-dire que là, il fait de la discrimination, c'est du pénal quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de discriminer les gens en raison de leur état de santé, exactement ce qu'il fait. Par contre, dans son discours, je n'ai rien entendu pour la lutte contre la fraude aux arrêts maladie illégaux, frauduleux, abusifs, etc. Et là, c'est du pénal aussi. Il devrait lutter contre ça. Mais là, aucun discours, parce que c'est plus facile d'aller criminaliser et de pointer du doigt les malades plutôt que d'aller lutter contre les fraudeurs. Donc, une fois de plus, zéro au niveau d'un point de vue légal et juste. Dernière chose, c'est que la fonction publique d'État est tellement, je parle pour celle que je connais, l'hospitalière, ce que j'en peux en voir, c'est les gens sont tellement au bout du rouleau parce qu'en sous-effectif, en dépression, en burn-out, on voit bien tous les gens qui tombent malades, on se demande ça fait combien de temps qu'ils peuvent tenir. Et donc, résultat des courses, en empêchant ces jours de carence pour que les gens restent jusqu'au bout, les gens viendront travailler malades. Moi, ça m'était arrivé quand il y avait 3 jours de carence. J'ai dit, moi, je viendrai malade au travail parce qu'il est hors de question que je pète 3 jours de salaire, je ne peux pas le faire. Et tant pis si les autres prennent ma maladie, tant pis tout ça, si je ne rentrerai chez moi que si je reçois un ordre de ma hiérarchie pour le faire. Et à ce moment-là, je pourrais rentrer. Du coup, on est déjà sur ça parce que les salaires, comme on a pu le voir, il y a déjà de la corruption, ne sont pas élevés. On est en disant qu'on va vous punir suffisamment plus. Et à côté de cela, ceux qui fraudent ne seront pas inquiétés. Donc, voilà. Donc, au final, et dernier petit point, dans le privé, les gens sont quand même assez rationnels. La plupart des entreprises privées, donc des 66% pour être exact, payent les jours de carence pour justement éviter les arrêts longue maladie. Voilà. Et puis, dernier point,
pour la fonction publique d'État, les fonctionnaires n'ont pas de visite de suivi sur leur santé, ce qui est dans le cas dans le privé. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière de policier de 15 ans, j'ai eu 2 visites médicales, une pour rentrer, une au bout de 10 ans, alors que légalement, c'est tous les ans. Donc voilà où on en est, avec quelqu'un qui finalement préfère faire des économies que de savoir comment ça peut marcher. Et dernière chose aussi, il y a une dernière chose qui m'a énervé, il a dit les fonctionnaires sont les premières victimes. Ça vous a bien énervé, décidément. Il m'a énervé à plus haut point, monsieur Big Moustache là. Du coup, les fonctionnaires sont les premières victimes de ça. Non, c'est pas les premières. Oui, c'est des victimes, mais parce qu'on ne soigne pas les gens. Et derrière, c'est que dans le privé, quand quelqu'un est malade pendant longtemps, on forme un remplaçant. Pour justement prendre sa place. Dans la fonction publique, non, on dit aux autres, on va répartir votre travail pour que vous soyez encore plus sous l'eau et on va s'étonner que ça ne marche pas. Donc en fait, les pénalisés, c'est les gens qui reçoivent le service public et les agents du service public. Donc ce qu'il a proposé, c'est juste une économie de pognon qu'il n'a même pas réussi à maquiller correctement sous un grand humanisme. Voilà. Alors, vous êtes remonté. Hein. Non, mais beaucoup de choses, parce qu'on va continuer un peu là-dessus. D'abord, c'est vrai qu'il y a ce côté, on va faire des économies, voilà où on peut faire des économies, et de diriger, vous savez, toujours rediriger, comment dire, la cible vers quelqu'un. Là, on cible la fonction publique en disant, voilà, ce sont eux qui prennent trop d'arrêts maladie, alors qu'on le sait, franchement, il faut le répéter, les policiers, je parle de ceux qui sont sur le terrain, et je parle des hôpitaux qui sont sur le terrain, je parle pas des fonctionnaires, parce qu'il y a peut-être des fonctionnaires derrière leur ordinateur, mais ceux qui travaillent tous les jours, c'est eux qui sont mis sous pression, donc évidemment qu'après, ils sont à bout, et qu'ils font des burn-out, ou qu'ils sont limite burn-out, et qui tiennent plus. Donc c'est vrai que rediriger cette cible comme ça vers quelqu'un pour dire c'est sur eux qu'il faut tirer parce que c'est eux qui travaillent pas alors que le gouvernement n'est pas capable de tenir son budget, ça pose des questions. Sinon, j'ai pas dit tout à l'heure ce qu'il voulait faire, mais vous l'avez un peu dit, donc il veut passer le nombre de jours de carence d'1 à 3 jours pour donc la fonction publique et limiter les remboursements des arrêts maladie à 90%. Voilà. Donc il dit avec ça on va faire 1,2 milliard d'euros d'économie. Mais je sais que les chiffres sont faux, mais je le cite. Hein. Ils sont peut-être faux. Puis après, quand il y aura des arrêts maladie d'1 mois plutôt que 3 jours, au final, je ne sais pas s'il va être gagnant, mais je leur fais confiance pour maquiller les chiffres. Ouais. Alors, Régis, à ce sujet. Alors, Alexandre a été très complet. Il a déchiqueté la position du ministre. Moi, je vais rajouter quelque chose. Oui. C'est le message qui est envoyé par Big Moustache. But alors, you are French. Hein, c'est ça. Exactement. But alors, you are French. On a des bonnes références, Alexandre. Oui. Hein. Et donc, non, mais c'est le message que ça envoie. On apprend que François Hollande est venu voter une fois. François Hollande, oui. Le grand président socialiste que nous avons eu. Au Parlement, oui. Tout est à l'encan là-dessus. Et on envoie un message en disant on va faire des économies, on va vous obliger à travailler, bande de feignants. Qu'est-ce que c'est que ce message? Qu'est-ce que c'est que cette façon démagogique de présenter les finances publiques ont complètement dérapé. Il y a eu des mensonges. La France est dans une situation probablement dramatique. Et on vient dire, c'est à cause... Alors, c'est pas dit comme ça, mais c'est le message qu'on entend envoyer, le vieux message démagogique qu'on connaît. C'est parce que les gens ne travaillent pas assez. Hein, donc, on va prendre des mesures. Et c'est grâce à ça qu'on va sauver les finances publiques. Oui, c'est ça. C'est tellement lamentable. C'est une façon de retourner la population, lui dire c'est pas nous qui avons mal géré, qu'on a fait que n'importe quoi depuis 20 ans et 10 ans qu'on est au pouvoir. C'est de dire non mais regardez, il y a des feignants à la police et à l'hôpital. C'est quand même dingue. Chez les enseignants, chez les enseignants, oui, tout à fait. Oui, mais bien sûr. Alors qu'il y a tout un tas de causes. Alors il y a de faux arrêts maladie, il y a des abus, il y a des problèmes, personne ne va le contester, mais cette présentation générale et globale, et cette mesure qui consiste à sanctionner les malades, parce que c'est ça au bout d'un moment, c'est-à-dire vous êtes malade, hein, ça va vous coûter, on va vous faire supporter de l'argent, vous êtes malade probablement aussi pour des raisons professionnelles, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes démotivé, oui. Et par conséquent, on va vous sanctionner encore plus. Non, mais et cette façon que vous venez de souligner, Clémence, c'est-à-dire, c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre, on est au pouvoir, on est aux manettes, on en a tous les avantages que je conteste pas. Mais il y a la responsabilité, hein, on achète de la drogue au Sénat,
on achète de la drogue à des mineurs qui vont ensuite en prison pour faire des chemsex, des partouches, hein, sous drogue de synthèse, mais on ne démissionne pas, on ne bouge pas, hein, et c'est vous qui êtes les responsables et les coupables. C'est une situation qui est, du point de vue je veux dire, tout simplement de quelque chose de tout simple, la morale publique qui est absolument lamentable. Ouais, et on touche du doigt. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais. Bon, non, je voulais juste dire, on touche du doigt là, même un problème de fond, je trouve très, très important et qu'on n'a peut-être pas encore réalisé tous en France, c'est que de toute façon, je pense que la population est de plus en plus malade. Il y a de plus en plus de Français qui prennent d'antidépresseurs. Et pourquoi ? Moi j'en ai fait un projet de livre qui n'a pas été publié pour une autre histoire, mais il y a une perte de sens tellement importante dans nos métiers, parce que justement on recherche d'efficacité, enfin pas d'efficacité mais de quantitativité plutôt que d'efficacité et de qualité, ce qui fait qu'aujourd'hui il y aura de plus en plus ce problème-là de personnes qui se mettent en arrêt parce qu'elles ne se sentent plus bien à cause aussi notamment de leur métier qui a été dévoyé. Sur ça, oui, d'ailleurs, on le voit avec les dépressions, etc. Et même pour dire que c'est une vieille idée aussi de sanctionner les malades, y compris, donc, ils avaient commencé par la police. Je rappelle, il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, il y avait une affaire à Marseille où les policiers s'étaient tous mis en arrêt maladie. Et ils avaient dit, plutôt que de sanctionner une fois de plus la fraude à l'arrêt maladie, ils avaient dit, on ne va pas payer les fonctionnaires malades. Voilà, ce sera encore plus simple. Du coup, ça avait fait une levée de bouclier, mais en fait, ils sont toujours sur cette idée que les malades sont coupables. Donc voilà, donc le message envoyé, c'est frauder, oui, être malade, non. Donc, je veux dire, c'est complètement un non-sens. Et dans un gouvernement qui lutte contre la discrimination, il crée de la discrimination. Je suis étonné que personne ne l'ait encore envoyé au tribunal, parce que c'est du pénal quand même de faire de la discrimination en raison de l'état de santé. Et sur la maladie, je rassure Clémence, l'État va prendre bien à cœur. 2025, c'est la lutte contre les problèmes de maladies de santé mentale. Du coup, voilà, mais malheureusement, ils veulent nous adapter à un système pour lequel nous n'avons pas à nous adapter, parce que le système est malade. Oui, du coup, ce exactement. qui veut dire qu'il y aura encore beaucoup de dérives, comme on a pu voir au juridique notamment. On envoie les gens se faire des expertises psychiatriques. L'année prochaine, moi, ça m'inquiète qu'ils mettent l'année sous la santé mentale. Non, mais on a de quoi être inquiet. Vous avez tout à fait raison. C'est passionnant. C'est un gros sujet là-dessus parce que finalement, je pense que les gens sains sont ceux qui tombent malades aujourd'hui parce qu'il y a perte de sens. Mais bon, bref, c'est un très gros sujet et presque un peu philosophique. Donc on va revenir un peu. À ce sujet, je voulais faire juste une petite observation. Non, mais allez-y. Je suis toujours surpris. Alexandre y a fait référence au suicide dans la police. Il y a d'autres métiers qui sont affectés, mais la police en particulier. Oui. Faut-il qu'il y ait véritablement une souffrance considérable dans les métiers pour que statistiquement on arrive à un pareil taux de suicide? On se donne la mort. Enfin, c'est quand même énorme. Donc ça devrait être une grande cause nationale. Bien sûr. Il y avait quelque chose pour la police de particulier, parce que moi j'ai travaillé longtemps sur les suicides de la police, comme Clémence le sait, c'est que dans la population nationale, déjà c'est la première cause de mortalité en France, c'est le suicide, de mort violente. Voilà, loin devant la route, le double, il y a 10 000 suicides par an. Et dans la police, ce qui est particulier, c'est que les gens en général se suicident quand ils sont jeunes, parce qu'ils ne sont pas encore trouvés, moins de 25 ans, ou quand ils sont âgés, parce qu'ils sont complètement désespérés, ils sont vieux. La police, non, ils se suicident autour de la quarantaine, ce qui est une exception, parce que quarantaine, c'est à ce moment-là, on a des enfants, on est en pleine ascension professionnelle, etc. Et là, les gens ne se suicident pas. Mais dans la police, c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte qu'ils ont été trahis par leur institution, que la perte de sens de métier est tellement forte qu'ils se suicident. Donc il y a aussi l'âge et la tranche d'âge où les gens se suicident qui est importante dans la police, parce qu'on est à rebours de tout ce qui est malheureusement déjà du malaise de la société. Ouais. Bon, alors c'est un très gros sujet qu'on pourra reprendre ensemble. Je voulais aussi, toujours pour revenir à ces histoires de policiers qui ont été mis en examen, etc., faire toujours encore une fois une petite réflexion de poids, de mesure avec une autre affaire. Et en plus, j'ai vraiment du mal à la comprendre, celle-là. J'ai besoin de votre éclairage à tous les deux. Et c'est vous, Alexandre Langlois, qui me l'avez fait remarquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers auditeurs, la tuerie de la préfecture de Paris en 2019. Où donc un assaillant martiniquais qui travaillait lui-même à la préfecture, donc Michael Harpon, a tué 4 membres de cette préfecture de police au couteau. Il a été tué lui-même dans l'opération derrière des forces de l'ordre. Et il se trouve donc, on apprend là que, sauf avis opposé des juges d'instruction,
qui doivent aussi se prononcer. Et bien, a priori, le parquet national antiterroriste a requis fin août un non-lieu, et donc l'affaire ne devrait pas être jugée dans cette affaire de la tuerie. J'ai du mal à comprendre. Alors, on nous dit que c'est parce que les investigations n'ont pas mis au jour de complicité dans ce dossier, ou donc pas de complicité, donc pas de... En tout cas, peut-être que c'est juste une question d'orientation et que ça ne concerne pas le parquet national antiterroriste, mais j'ai besoin de comprendre. Donc je me tourne vers tous les deux, peut-être Régis pour commencer, ou peut-être Alexandre, puisque c'est vous qui avez suivi de plus l'affaire. Moi, je pense que c'est tout simplement une affaire de maquillage de l'incompétence des services de l'État. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? À l'époque, il allait régulièrement dans une mosquée qui était surveillée par le renseignement territorial ou information générale, enfin les ex-RG en tous les cas de l'époque, qui étaient suspectés de prosélytisme et de radicalisation. Il la fréquentait régulièrement. Du coup, ça, personne n'en a parlé. C'est passé comme une lettre à la poste. Je veux dire, la surveillance des RG, zéro. Deuxième chose, au sein de ces discours, il y a eu des alertes. Pareil, c'est passé comme une lettre à la poste. Après, cette personne, justement, souffrait d'handicap. Et du coup, c'est plutôt que de l'aider dans son handicap, donc on revient au jour de carence, ce qui est beau, c'est que la préfecture de police le traitait de feignant et le harcelait. Du coup, comme il n'était plus considéré dans son travail, il a choisi une autre communauté qui l'aidait, qui l'épaulait. Il est tombé dans le prosélytisme et dans la radicalisation religieuse jusqu'à faire un acte de terrorisme. Donc, en fait, il y a tout ça qui est arrivé. Et moi, je pense que c'est tout simplement pour maquiller toutes ses incompétences et maquiller tout ce qu'il a pu faire. Et autre chose aussi, c'est qu'il était sur des missions aussi de renseignement, parce qu'il était très bon en informatique, mais il n'avait pas les qualifications, comment ça s'appelle, les habilitations requises pour le faire, mais comme on n'avait personne, on lui donnait ça. Donc, on ne voulait pas non plus montrer qu'il y avait une faille de ce côté-là. Donc, en fait, pour moi, ce non-lieu, c'est juste déjà catastrophique pour la mémoire des policiers qui ont été tués par la compétence et des pouvoirs publics. Et c'est juste pour camoufler cette incompétence derrière. Alors après, il y a peut-être un prétexte juridique que Régis peut expliquer, mais derrière, il y a eu tellement de manquements qu'on ne veut pas les mettre en avant parce que là, il y aurait des directeurs qui devraient sauter. Et là, un directeur ne saute pas parce qu'ils font partie de la cour. D'accord, Régis, qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, je me planque derrière Alexandre qui donne tous les éléments relatifs à cette affaire. Je partage totalement son opinion. Au plan juridique et judiciaire, la mort de l'auteur de l'infraction, en l'occurrence le crime, Michael Harpon, sa mort éteint l'action publique. Le concernant, bien évidemment. Donc, effectivement, plutôt que de faire un procès avec des mises en cause, avec des complicités éventuelles, parce qu'il a quand même été pris en main, non pas pour commettre un acte terroriste, mais il a été pris en main par la communauté. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'affaire Chouviat, je ne sais pas si on va en parler, le jeune Cédric Chouviat qui est mort, c'était lui aussi converti à l'islam. Donc, le problème, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. C'est véritablement une volonté de ne pas revenir sur quelque chose qui avait quand même provoqué un scandale. Dans le sein des saints, on avait un terroriste, parce que c'est un acte terroriste. Celui-là, il est tout à fait incontestable. Mais c'est ça que je ne comprends pas, juridiquement, comment ça peut éteindre l'action publique. Enfin, pardon, là, je sais que c'est les bases, je devrais les connaître d'ailleurs, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Qu'on n'enquête pas, qu'on ne regarde pas quelles ont été les erreurs qui ont été faites? Si, Clémence, on enquête, mais il faut qu'on trouve d'autres infractions à ce moment-là liées à la première. Il y a soit des co-auteurs, bon, là, il a fait ça tout seul, soit des complices, soit des organisateurs, donc des gens ou bien on trouve d'ailleurs dans ce cadre-là des infractions qui peuvent être poursuivies indépendamment de la... Par exemple, défaillance de l'État sur ce genre de choses, alors, ça pourrait être... Oui, alors le problème, c'est que là, on est sur le terrain pénal. On est sur le terrain pénal et par conséquent, toute la partie administrative... passerait à une autre juridiction. Ne peut pas être... Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer de raccrocher à la procédure principale qui était celle de l'assassinat terroriste, parce que c'est un assassinat, il l'avait préparé, donc il y avait une préméditation, non-assistance à personne en danger, du fait des fautes lourdes qui ont été commises.
c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu les auditions qui permettaient de savoir un petit peu comment la hiérarchie avait été alertée, les raisons de cette carence, mais on ne le saura pas. Le fait qu'il n'y ait pas de procédure, toute l'enquête et l'instruction sont sous le secret. C'est normal. Il faut que la procédure puisse se dérouler. Mais une fois que ça vient devant la juridiction, c'est public, c'est transparent. Il faut qu'on sache tout à ce moment-là. Il n'y a plus de secret. Le secret est levé. Et là, avec le non-lieu, c'est-à-dire qu'on a restreint toute la procédure où on dit qu'on est arrivé à cette conviction qu'on ne pouvait pas élargir au-delà d'Arpon, eh bien, on parlera de rien. Ça restera étouffé. Donc ça ressemble bien à un étouffement d'affaires malgré tout. Ah, mais oui, mais non, c'est pas que ça ressemble, c'est que c'en est un. C'en est un. Et Alexandre l'a très bien expliqué. Toutes les carences qu'il y a eu, toute la désinvolture par rapport à un phénomène qui commençait à devenir visible, cet étouffement permet de ne pas pointer les responsabilités et puis surtout de ne pas venir sur un débat particulier qui est celui du terrorisme et la façon dont on le gère. Oui. Parce qu'il y a une autre technique pour le gérer, le terrorisme, sur le plan judiciaire. C'est le non-lieu lié à un état psychiatrique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il n'empêche quand même que très facilement, c'est un loup solitaire qui est fou. Bon, très bien. Donc, on n'ira pas plus loin, alors que les bilans du terrorisme sont souvent aussi celui des carences de la puissance publique. Bah évidemment. Alors, on change de sujet, on va parler un peu de surveillance, on prend un petit peu le temps aujourd'hui si tout le monde est d'accord. Oui. Alors, plusieurs choses. Les nouveaux radars pour les téléphones et les distances de sécurité sur la route. Alors, c'est donc une information qui est sortie. L'État pourrait avoir recours à l'intelligence artificielle pour détecter les infractions supplémentaires telles que l'utilisation du téléphone au volant, le non-respect des distances de sécurité ou encore le port de la ceinture. C'est ce que révèle une annexe du projet de loi de finances 2025 qui indique également l'augmentation du nombre de radars de 4000 à 4160. Pour ça, à la rigueur. Voilà. Donc ça, premier élément de la surveillance, je vous mets tout dans un package parce que le temps file quand même, il faut qu'on avance. Il se trouve aussi que selon le média L'Informé qui cite lui-même CB News, le service d'information du gouvernement placé sous la direction du Premier ministre, cherche à élargir sa surveillance des activités des Français sur Internet en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Alors l'objectif annoncé, toujours très louable, mieux prendre le pouls de la société et comprendre sa perception de l'action publique. Voilà, donc l'idée, c'est que on savait, alors déjà qu'avant, dans cet appel d'offres, on faisait un appel pour surveiller les écoutes des réseaux sociaux, ce qu'on appelle social listening. Et alors la nouveauté, c'est qu'on l'élargit maintenant aux recherches, à la surveillance des recherches en ligne sur les différents moteurs, ce qu'on appelle le search listening. Et ce qu'on appelle aussi les signaux faibles dont il pourrait y avoir des appels à rassemblement initiés sur le web, ça aussi, ce sera signalé et surveillé. Voilà, donc dans ce petit package nouvelle surveillance, Alexandre Langlois, je me tourne vers vous. Une fois de plus, on fait pas grand-chose pour aider les gens, mais à part pour les fliquer. Je rappelle déjà que pour les radars, c'est des entreprises privées qui sont derrière, ouais, et que 80% des recettes retombent dans la poche des entreprises privées. Oui, parce et que les données partenariats. Les données vont dans les entreprises privées, donc on ne sait pas comment elles sont gérées. Je rappelle que les radars prennent des photos, donc pareil, exactement. Donc il y a beaucoup de choses qui posent question et que derrière, moi je suis pour faire de la sécurité routière parce que c'est la deuxième cause de mort violente en France, 5000 par an, mais il y a des façons pédagogiques. Là, on est sur du pognon. Une façon pédagogique, c'est de mettre des policiers et des gendarmes sur la route qui arrêtent les gens, qui leur expliquent l'infraction, plutôt que de recevoir une contravention 15 jours après, on ne sait même plus ce qu'on a fait pour ceux qui voulaient vraiment s'améliorer. Et quelque chose, une fesse qui tape au portefeuille, ce qui veut dire que si on est riche, on va pouvoir continuer de crouler n'importe comment parce qu'on peut se permettre de payer des contraventions et de faire des points. Et les plus modestes qui doivent aller travailler tous les jours, qui étaient peut-être en retard 2-3 fois, eux, une fois de plus, vont être pénalisés. Donc ça, c'est le premier point, en dehors en plus de toute cette gestion de données où c'est vraiment pas clair et un cadeau en plus de 80% des recettes pour le privé. Couplé à ça, on a ces nouveaux idées de Matignon de vouloir contrôler les réseaux sociaux. Donc ça, on est sur quelque chose, on a bien vu voir que dès qu'il y a eu des émeutes, ils veulent interdire les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, tout ce qu'ils veulent.
ils trouvent toujours des prétextes pour dire on va contrôler. Donc, on est sur du contrôle social. Je rappelle que c'est pas anecdotique que ça se passe à Matignon, parce qu'il y a une commission de contrôle, justement, du renseignement et de tous ces algorithmes qui dépend de Matignon. Donc ça tombe vachement bien, et qui rend un avis consultatif, avec quelque chose pour enquêter et faire ses enquêtes avant de rendre son avis, qui dépend du budget de Matignon. C'est quand même bien fait. Ils s'autocontrôlent comme ça. Les choses vont bien. Ouais. Et dernière chose en plus, c'est en plus inefficace à part contrôler les gens lambda, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, l'État français est en retard d'un siècle quasiment. Pour tout ce qui est recherche sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a Google, il y a les moteurs de recherche, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens passent par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que passent par les chats GPT, etc., qui sont capables de faire des recherches sur Internet, et ça, a priori, c'est pas dans la loi. Donc, c'est qu'une fois de plus, les gens un tout petit peu futés qui vont faire quelque chose auront juste à passer par l'intelligence artificielle de leur côté pour contrer le truc de l'État. Ouais. Donc, en fait, on est chez un petit peu comme quand ils avaient dit, attention, on va interdire sur notre territoire, je ne sais plus quel site, n'importe quelle personne peut prendre un VPN pour se connecter dans un autre pays et accéder au site. Voilà, on est sur des gens qui pensent faire des lois, mais qui vont contrôler finalement que les Français moyens qui ne pensent pas à mal et qui vont se retrouver dans des engrenages de fichiers, de choses, parce qu'ils ont regardé quelque chose un mot-clé n'y allait pas. Je donne un exemple très concret parce que moi, je l'ai vécu sur une intelligence vous qui étiez dans le renseignement, vous l'avez vécu. J'ai vécu une anecdote pour montrer à quel point les algorithmes peuvent être débiles. C'est-à-dire que j'avais tapé, donc ma femme est dans l'équitation, j'avais tapé bombe pour mettre des bombes sur la tête des enfants et l'intelligence artificielle m'a dit on ne peut pas faire ça, ce n'est pas moral. J'ai dit non, la bombe est un casque d'équitation. Mais je veux dire, demain, pour la même chose, vous allez pouvoir vous retrouver dans un fichier de police parce qu'il y a des mots qui ont un double sens et les algorithmes ne sont pas capables de faire la différence. Donc, 1, ça ne sert à rien. 2, c'est dangereux. 2, on est sur un fichage général. Donc, on se dirige de plus en plus vers un contrôle social qui n'a absolument rien à voir avec la sécurité des Français. Et juste encore une question pour vous, Alexandre, puisque justement, vous avez travaillé dans le renseignement. Est-ce que de toute façon, ce ne sont pas des méthodes qu'on a déjà pour les personnes qu'il faudrait vraiment surveiller, c'est-à-dire justement les probables terroristes ou autres, ou alors qu'il faut même développer plus pour ces personnes-là et au contraire laisser le reste des Français tranquilles. Enfin, comment ça marche Dans le renseignement, il y a deux choses. Donc, on peut travailler. Ça peut être un appui d'avoir de la technologie. Malheureusement, par exemple, la DGSI qui au contre-espionnage a tout misé sur la technologie, mais on voit qu'ils sont même pas foutus de trouver des gens qui vendent des fichiers, mettre quelques temps avant de les trouver. Donc, ça pose question. Et la deuxième chose derrière, c'est que les gens qui veulent vraiment commettre des infractions dangereuses, c'est-à-dire que la surveillance informatique peut déceler les premiers niveaux et les gens, je vais dire, qui sont, tiens, on va faire un truc, mais qui ne sont pas organisés et qui finalement sont souvent des péniclés. Mais les gens organisés, eux, ils ne passent pas par les réseaux ou alors ils se verrouillent, etc. Là, il faut du renseignement humain. Donc, ce que faisaient les RG, c'est-à-dire d'avoir des contacts en disant, voilà, dans tel endroit, par exemple, je pense, par exemple, quand il y avait des associations ou des lieux de culte qui posaient problème, il y avait toujours dedans des gens qui disaient, oui, là, ils vont trop loin, moi, je préfère vous informer. Donc, c'est pour ça, dès qu'on ferme une association, un lieu de culte qui est surveillé, ça fout le travail en l'air des gens qui les surveillent parce qu'ils se retrouvent dans la nature et les gens qui informaient les services de police ne peuvent plus le faire parce que ils ont été dispatchés. Donc, en fait, c'est de renforcer le renseignement humain, pas du tout le renseignement, justement, numérique, parce que ça fait filtrer que les plus mauvais. Les vrais dangereux ne sont pas inquiétés parce qu'ils vont se réunir au fond de cave, ils ne vont pas avoir de téléphone, ils ne vont pas avoir tout ça. Et là, il faut avoir des informateurs humains. Pour ça, ça nécessite un maillage territorial. Et curieusement, c'est les services de renseignement qui ont été le plus abîmés et qui aujourd'hui ne sont toujours pas réhabilités à leur plein pouvoir, à leur plein niveau d'efficacité comme c'était du temps des RG. Alors, Régis, on revient sur ces deux sujets. Donc, je l'ai dit, le contrôle par Matignon des recherches Google et des réseaux sociaux en général, au nom de notre bien sûr. Et puis, la nouvelle surveillance, les nouveaux radars qui pourraient prendre en compte les téléphones, les distances de sécurité, etc. Alors, c'est la même chose. Vous avez eu raison de les joindre, Clémence, parce que c'est la mise en place d'un contrôle généralisé. Alors, sur les nouveaux radars, c'est pas la prévention qui est en cause. Il s'agit véritablement d'avoir des recettes supplémentaires. Il s'agit d'avoir des recettes supplémentaires. Et pour ça, au prétexte de la prévention de la violence routière, qui est ultra justifiée, moi j'ai connu une autre époque où c'était pas 5 000, entre 4 et 5 000, Alexandre, on était à 12 000 tués par an. C'était une tragédie nationale. Donc on a fait des progrès. Je pense que la prévention et les sanctions l'ont permis. Mais là, on s'en remet complètement à la technologie pour mettre en place de nouvelles recettes. Je ne veux pas faire de démagogie anti-contrôle. Je suis plutôt tenant de la sécurité routière. Mais là, voilà, maintenant des radars, ils contrôleront quoi la prochaine fois? Pour pouvoir infliger des amendes
sans qu'il n'y ait aucun contrôle, parce que c'est ça le problème. Il n'y a plus du tout de facteurs humains, c'est le cas pour les limitations de vitesse, il n'y a plus du tout de facteurs humains, c'est la machine qui décide. C'est la machine qui décide, et si vous voulez contester, c'est le parcours du combattant. Et les gens ne contestent pas, ils finissent par payer. Je ne sais pas où en est le bénévole des Jeux Olympiques, dont je crois qu'on a parlé, qui se retrouve avec 2 points en moins et 600 € d'amende parce qu'il a voulu rendre service. Ah oui. Mais à mon avis, il n'est pas sorti de l'auberge. Pardon. Donc, c'est la machine. Et là, les informations concernant les démarches du Premier ministre, enfin, le cabinet du Premier ministre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va s'en remettre à la machine pour contrôler. Et de nouveau, ça devient un peu terrifiant, comme par hasard. Alexandre a raison. Hein, les méchants, ils auront des VPN, ils iront sur Tor, je crois que c'est ça, hein, l'Internet masqué, là, les souterrains, et ce sont les citoyens qu'on va mettre sous une surveillance généralisée. Et qui est-ce qui va gérer cette surveillance? L'intelligence artificielle, les grands data, c'est déjà le cas aux États-Unis. Les masses d'informations qui sont traitées au quotidien, c'est absolument incroyable. Donc, cette surveillance généralisée, elle est confiée aux machines, dans les 2 cas. Donc, la société est partie très très loin. Pour ce qui me concerne, je vais descendre du train. Hein. Moi, je veux. Est-ce qu'on peut descendre du train? Je voudrais rester un peu en arrière quand même. Hein. Vous avez bien raison, donc, sauf que vous utilisez Internet comme nous, vous utilisez votre téléphone comme nous, donc vous êtes fiché comme nous, malheureusement. On ne peut pas descendre. Oui, c'est difficile de descendre du train. L'autre jour, j'avais une discussion. Je pense que c'est ça, à propos, je ne sais plus quoi, d'un achat ou d'une acquisition, et j'ai eu dans la demi-heure sur les réseaux, j'ai eu des publicités relatives. C'est-à-dire que c'est ma parole qui avait été interceptée. Mais ça, c'est connu. En fait, dans vos applications, vous donnez l'autorisation à votre téléphone d'enregistrer vos conversations. Maintenant, même quand vous êtes sur WhatsApp et tout, quand vous devez mettre à jour vos applications, c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que je peux avoir accès à vos vidéos? Est-ce que je peux avoir accès à votre micro? Voilà, donc en fait, vous donnez l'autorisation sans le savoir. Oui, mais le problème, Clémence, c'est que ce ne sont pas des êtres humains qui le traitent, à qui je ferai une confiance très relative d'ailleurs. Mais c'est la machine, c'est-à-dire que et qui va définir, parce qu'il y a la rapidité, et je me retrouve avec des publicités parfaitement ciblées sur des produits dont j'ai discuté une demi-heure avant. Oui. Mais là, vous êtes sur la publicité, mais quand on sera sur les mesures anti je ne sais pas quoi, ce sera autre chose. Hein. Quand on sera sur ce qu'a dit M. John Kerry, ce qu'a dit Mme Hillary Clinton, ce qu'a dit Mme von der Leyen, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'information. Hein, c'est-à-dire qu'on va sur les réseaux pour avoir des infos et on ne s'en remet pas au système médiatique mainstream, eh bien, ça n'est pas compatible avec la gestion de nos sociétés. C'est-à-dire que notre pouvoir est mis en cause par ça, et donc il faut y mettre fin. Ils se sont exprimés de cette façon-là. Donc, on va confier à la machine la surveillance et ensuite l'interdiction. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver, ah oui, mais vous avez consulté 3 fois par Google, vous avez un site qui, ou vous avez regardé une vidéo qui, et on va vous interdire, c'est-à-dire vous allez être bloqué. Techniquement, c'est possible. Bah oui, c'est possible. Mais avec le portefeuille numérique, ce sera possible de vous bloquer sur tout ça. J'ai eu un petit incident. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur ma petite chaîne à propos des conflits d'intérêts de Bernard-Henri Lévy à Arte France. Ça n'a pas été long, hein. 48 heures après, elle avait sauté. Donc, pourquoi? Vous savez ou pas? Ah ben non, attendez, il ne manquerait plus qu'on vous justifie. Non, mais on va me répondre. YouTube donne des justifications qui sont tordues. Nous-mêmes, on a eu cette expérience, je peux vous le dire d'ailleurs, parce que ça va intéresser les auditeurs. Et d'ailleurs, je sais que vous voulez réagir à cette affaire Régis. On a fait hier une émission sur l'affaire Boulin,
recevant la fille Boulin, qui elle-même venait de voir le juge. Donc, c'était intéressant de la voir ce jour-là. Et puis, après les 45 ans donc, de cet assassinat. Et la vidéo a sauté. Attention, vous avez utilisé une expression assassinat, ça n'est pas ce que la justice a décidé, parce qu'il y a eu un non-lieu. Une procédure à ce sujet. Il y a eu un non-lieu. Tout à fait. Mais là, pour le coup, je prends parti et je le reconnais, je l'ai dit hier. Donc, en tout cas, il y a eu une procédure et elle vient de voir le juge. Il se trouve que la vidéo a sauté. La vidéo a sauté parce que, à un moment donné, on monte la page du livre où il y a cette photo bien connue de Robert Boulin allongé près de cet étang. Et YouTube considère que c'est une menace, enfin une promotion du suicide. Donc, elle nous a fait sauter comme il ne faut pas faire la promotion du suicide. Voilà, donc, on est sur des algorithmes qui ne comprennent rien à rien et ça pose problème. Bon, mettons ce sujet de côté. Je sais que vous voulez réagir à Boulin, donc on peut y aller, mais peut-être avant, justement, vous passez juste un extrait. Oui, Alexandre. Juste sur l'aberration aussi des radars. Je rappelle qu'une société privée, son enjeu, c'est de faire de l'argent. Donc, les radars sont mis dans des endroits lucratifs et non pour la sécurité des gens. C'est très important. Et l'autre chose, ça a des fois des effets contre-productifs. Il y avait un radar de feu qui flashait tout le monde. Les gens se grillaient le feu pour laisser passer les pompiers et les ambulances. C'était un Maurepas dans les Yvelines. Résultat des courses, le radar de feu les flashait et ils ont dû payer les amendes parce que, du coup, à l'époque, un ministre de l'Intérieur a dit non, le code de la route dit bien vous laissez passer que si vous respectez le code de la route. Si vous mettez en infraction, tant pis pour vous. Résultat des courses, dans cette zone-là, plus personne ne laisse passer les véhicules de secours parce que personne ne veut payer d'amende parce qu'il y a un radar qui dit dès que tu passes, bim, amende, et que les pouvoirs publics derrière refont ça. Voilà, c'est juste une petite anecdote, c'est qu'en plus, les radars peuvent mettre en danger des gens. Oui, non, mais tout à fait, vous avez bien raison. Alors, allez, pour finir, cet extrait donc, de Fabienne Boulin-Burger, la fille de Robert Boulin, que nous recevions hier, pour faire un petit combat, un petit ring ici avec Régis de Castelnau, qui n'est pas d'accord avec notre invitée d'hier, Fabienne Boulin-Burger. On écoute. C'est une affaire exceptionnelle, il faut peut-être donner des moyens exceptionnels aussi à la justice. C'est une affaire d'État. Donc, on sent quand même qu'il y a toujours aussi cette difficulté pour la justice de se remettre en cause. Ça, c'est terrible. Elle ne sait pas le faire. Il y a voilà. Et ça, on se heurte aussi à ça parce que si on dit toute la vérité sur l'institut médico-légal, sur le comportement des policiers, des magistrats, etc., ça fait peur. C'est énorme. En fait, voilà. Cette affaire est monstrueuse. Oui, monstrueuse. Et ça peut faire peur quand même à un juge d'instruction d'ouvrir cette boîte de Pandore. Je comprends. Oui, mais en même temps, ce serait être digne de l'État que de pouvoir ouvrir. Enfin, d'abord, il aurait fallu que ça ne se passe pas déjà. Mais ensuite, faire enfin une enquête 45 ans après, digne de ce nom. En tout cas... C'est ça qui est impressionnant dans cette affaire, c'est que non seulement on tue un ministre en exercice, mais que pendant 45 ans, on fait tout... Voilà. Alors, Régis, peut-être pour commencer ? Je suis en désaccord total avec ce que je viens d'entendre. J'ai un privilège, ma chère Clémence, c'est mon âge. Je me rappelle parfaitement bien de cette affaire à l'époque où elle s'est déclenchée. Ce qui s'est produit, ça va être on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est ma première observation, c'est que, effectivement, à l'époque, cet événement s'est produit. Il avait fait l'objet d'un acharnement judiciaire de la part de Renaud Van Ruymbeck, aujourd'hui récemment décédé. Ça a été sa première affaire politico-financière et il a été effectivement, d'une certaine façon, poussé au suicide. C'est ma vision des choses. Je me rappelle parfaitement qu'à l'époque, j'étais ami avec le rédacteur en chef du Canard enchaîné. C'était un ami personnel qui venait dîner à la maison. Et il y avait d'autres journaux, en particulier dans l'opposition. Il y avait une opposition de gauche réelle, il y avait Libération, il y avait l'Humanité. Et donc, et qui était puissante. À l'époque, le Parti communiste faisait plus de 20% des voix. Bon, donc, aucune de aucun de ces organes de presse, aucune de ces tendances politiques n'a remis en cause ce qui s'est produit à cette occasion.
les investigations ont été faites, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été produits qui poussaient à cette théorie de son suicide, en particulier donc, suicide par noyade dans 45 cm d'eau, sachant que l'expertise qui prouve la noyade n'a même pas été faite, c'est-à-dire qu'on n'a même pas examiné les poumons. Clémence, c'est pas parce que le boulot a été mal fait à l'époque, c'est dans toutes les affaires, y compris Ranucci, quand on a voulu dire que Ranucci était innocent, et je l'ai bien cru, hein, on a démonté la procédure. Et je le fais, ça a été mon métier, ça. Hein, donc, je le fais, hein, et des trous, on en trouvera toujours. Et chaque trou, chaque erreur est considérée comme volontaire et a été là pour masquer ce qui est un assassinat. Bien, rappelez-vous, quand Casubolo, qui est devenu avocat après, a fait son documentaire et a fait toutes ces histoires autour de l'assassinat de Coluche. Coluche avait été assassiné, c'était exactement le même processus. Moi, je vous fais part de ma conviction de l'époque, de la façon dont ça a fonctionné. Il y avait des sécurités à l'époque, il y avait une presse d'opposition. Bien, ça, c'est le premier élément pour moi, compte tenu de ce que j'ai vécu là-bas, dans le temps, à cette époque. Mais par exemple, sur cette affaire, sur le fait que le procureur qui était en charge de l'affaire était proche du SAC qui pourrait être impliqué dans cette affaire. Oui, mais ça, vous êtes toujours proche. Moi, j'étais proche des communistes ou j'étais proche de je ne sais pas qui a fait tel truc à cette époque. Donc, ce que j'ai fait. Et ce dernier témoignage qu'on vient d'avoir il y a peu de temps, je ne sais pas si vous avez suivi le dernier témoignage de cette personne. Oui, mais alors attendez, je vais. Non, je n'ai pas vu ce dernier témoignage, mais ce que je rajoute maintenant, c'est que c'est toujours là, si vous voulez, toujours quand on a une hypothèse comme ça et que la fille de Robert Boulin soit attachée à ça, c'est normal. Bien sûr. Et qu'elle ait cette conviction, je trouve ça tout à fait logique, et je ne vais pas lui reprocher de se battre. Je suis simplement, et là je mets une incise, qu'à un moment, il y a eu Jacques Vergès qui est intervenu, qui a été de toutes les mauvaises combines. Pour moi, vous voyez ce que je veux dire, le fait que Jacques Vergès y soit intervenu, et pour moi, le signe que l'affaire était, de ce point de vue-là, mauvaise. Il est intervenu dans quel sens, vous voulez dire? Parce que il a été l'avocat de, je sais plus, de la famille. Membre de la famille. Oui, je me rappelle plus très précisément. Et il était là uniquement pour faire de la communication, comme il a fait. Il a réussi à faire passer l'idée dans l'opinion publique que Omar le Jardinier était innocent, ce qui est faux. Omar le Jardinier était coupable. Enfin, je veux dire, en France, on aime bien ça. Alors, ma deuxième observation concernant l'affaire Boulin, c'est 45 ans après, s'il y avait eu un complot de cette nature, il faut nous dire deux choses. Premièrement, pour cacher quoi Boulin a-t-il été assassiné? Pour cacher quoi Boulin a-t-il été assassiné, puisque c'était un ministre qui était plutôt banal. Après, je vais parler d'un autre ministre, où ça, c'est plus préoccupant. Donc, il a fallu mobiliser des services de l'État, il a fallu que le proc soit vendu, que le médecin légiste soit vendu, etc., etc. 45 ans après, personne ne s'est jamais manifesté pour finir par cracher le morceau. On sait les choses. Les anciens médecins légistes ont dit qu'on avait tordu leur travail, ils ont écrit des livres, etc. D'ailleurs, elle le rapporte dans son propre livre. Non, mais oui, mais que le boulot n'ait pas été très bien fait, d'accord, mais personne n'est venu dire. Non, mais pour eux, c'était clair que c'était pas un suicide. Ah oui, non, mais là. Non. Personne n'est venu dire, on m'a donné l'ordre de maquiller mon PV. Non, mais si vous voulez, c'est ma conviction concernant l'opération, elle repose sur ces deux aspects. Ce que j'ai vécu à l'époque et la façon dont ça s'est produit. Et ensuite, aujourd'hui, sur ce qui aurait été à l'origine du complot, les raisons pour lesquelles Boulin aurait été assassiné, pour le faire taire de quoi, qu'est-ce qu'il savait que personne ne devait savoir, etc. On sait tout aujourd'hui sur ce qu'était le SAC, les financements du RPR avec l'Afrique, etc. On sait tout. Bon, aujourd'hui,
pourquoi est-ce qu'on ne refait pas une enquête digne de ce nom de l'État? Parce que la justice. Il n'y a pas d'intérêt à agir, vous voulez dire. 45 ans plus tard, on ne peut pas rendre la justice. Les délais de prescription, ils sont là pour ça. C'est un objet qui est historique. Il faut, alors oui, qu'il y ait des historiens qui s'en emparent, qu'il y ait des gens qui écrivent des livres en disant, voilà, on a tué Coluche, on a assassiné Boulin, je le comprends. Mais aujourd'hui, c'est plus le travail de la justice. Mais non, ça peut plus être le travail de la justice. Ce sont les témoins, le contexte de l'époque, comment ça s'est passé. C'est compliqué d'élaborer, d'établir une vérité judiciaire. En revanche, il y a quelque chose que je trouve surprenant. C'est qu'il y avait un ministre qui s'appelait Joseph Fontanet, qui a été assassiné. Il a été abattu en pleine rue. On n'a jamais eu l'explication. Il faut le faire quand même. Il croise des gens, il est tué, je crois, devant sa femme, abattu à coups de revolver. Et ça n'a jamais donné lieu à la moindre polémique, investigation par les bouquins, etc. Alors que, vous voyez, je serais plus troublé par cette absence totale Non, mais on a compris, Régis. Voilà. Non, mais c'est très bien qu'on puisse en discuter, et c'est très bien qu'on entende votre point de vue, qui est en plus très enrichissant, autant donné votre statut, et en plus le fait que vous ayez suivi cette affaire. Alexandre Langlois, rapidement, mais avant, parce que alors, ça fait depuis tout à l'heure qu'on me le dit dans les oreilles, on est très très nombreux, et je vous ai toujours pas demandé de mettre des pouces et des likes et des cœurs, les amis, donc allez-y. Je rappelle en même temps que l'affaire Boulin, cette vidéo qui était donc supprimée par YouTube pour des raisons idiote. Et on va la remettre, donc n'hésitez pas à la pousser parce qu'elle partait super fort. Donc il faudra bien la pousser pour qu'elle reparte aussi fort et qu'elle soit vue et qu'on puisse avoir des discussions comme celle qu'on a eue avec Régis et pourquoi pas entamer un débat même sur le sujet. Moi, j'admets, et il faut le dire, d'où on parle. J'ai pris parti en ayant lu ce livre, en ayant regardé 2-3 trucs. Je pense que c'est un assassinat et donc je l'ai dit. En revanche, je suis tout à fait... j'aime quand on discute et quand on n'est pas d'accord. Donc c'est parfait. Alexandre Langlois, rapidement sur ce sujet. Moi, c'était juste un point d'histoire parce que ça m'avait intéressé à l'époque, parce que j'avais un gentil ministre qui est devenu ministre de l'Intérieur parce qu'il était, au moment de l'affaire Boulin, il était en poste, c'est monsieur Claude Guéant. Et qu'il y a toujours un petit trou. À ce moment-là, il était dans l'affaire de ces petites magouilles de pognon pour ces estampes qu'il avait vendues. En fait, il avait aussi également piqué dans la caisse de la PJ à l'époque. Et du coup, résultat des courses, il y a eu un petit trou dans sa carrière au moment de l'affaire Boulin. Petit rappel, c'est la seule chose. Est-ce que c'était un accélérateur? Est-ce qu'on l'a choisi comme ministre pour ses bons et loyaux services et son silence? À l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, M. Bonnet, le Premier ministre Raymond Barre, qui disent dans leurs mémoires, les interviews diverses, etc., qu'ils ont été prévenus à 3h du matin, alors que le rapport de gendarmerie dit que les gendarmes l'ont trouvé à 8h40. Donc, ce qui fait un trou de 5h40 quand même, et que la personne de permanence, c'était a priori Monsieur Guéant. Et quand les journalistes l'interrogent dessus, il dit « Oh, je ne sais plus tout ça ». Il y a quand même des événements marquants dans une carrière. Par exemple, si on m'interroge sur la nuit du 13 novembre, je pourrais en parler dans ma carrière. Si on m'interroge sur l'affaire Paty, j'étais présent, je peux en parler. Je n'ai pas me dit « Ah, je ne sais plus ». Ce n'est pas comme si c'était une journée anodine. Donc, moi, c'est ça qui m'a interpellé et que je me demande si on n'a pas eu cette espèce d'incompétent en tant que ministre et voleur, parce que justement, à l'époque, il avait su se faire bien voir avec ce petit trou de 5h40 dans le calendrier. Intéressant, merci. Clémence, juste, je rebondis, mais une seconde, ce qui montre bien le problème, c'est que les pompiers le découvrent, la police le découvre à 8h40, PV, etc. Ça, cette date est certaine. On interview, c'est pas un interrogatoire de justice, c'est pas un interrogatoire de police, etc. On interroge Raymond Barre quelques années après et il dit oui, on m'a prévenu à 3h du matin. Voilà, c'est ça. Et on met ça en parallèle, mon cher Alexandre, alors que ce ne sont pas des éléments de même nature du tout. Interview dans un cas plusieurs mois, peut-être années après, et PV de police ou de gendarmerie, je ne sais plus si ce sont les gendarmes qui l'ont trouvé. C'est en ça que, si vous voulez, cette discordance que tu vois, elle révèle plutôt la faiblesse du témoignage humain qu'une réalité liée à
le fait que Boulet ait été assassiné ou se soit suicidé. Oui, bon, non, mais enfin, c'est pas quand même les seuls éléments qui sont retenus sur cette affaire. Mais c'est le point qui m'intéressait, ce que Claude Guéant à l'époque était un peu et puis il n'y avait pas qu'une interview, il y avait plus d'autres éléments qui parlaient de 3h du matin. Un livre, etc. Et la justice aurait pu fermer ses portes pour clore le débat. Ça n'a pas été fait. Oui, ouvrir ses portes. Il ne faut pas trop leur demander. Parce que quand la condamnation d'Omar le Jardinier aux assises a été faite après une audience qui était mal foutue, conduite par un président, il n'y avait pas d'appel à l'époque, conduite par un président qui a été lamentable, l'instruction de l'affaire Ranucci, et là j'ai 2 coupables, alors, je vous propose, a été faite en dépit du bon sens. Donc aussi, on continuera de débattre de tout ça, mais c'est super qu'on puisse débattre, et c'est aussi ça qu'on aime sur Tocsin. Je rappelle que cette vidéo, vous savez quoi, allez tous voir cette vidéo, et on rediscute ensemble après. Vidéo qui sera disponible très 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 prochainement, et n'oubliez pas, un max de pouces sous cette vidéo. Allez, tout de suite, on change de sujet. Merci beaucoup Régis de Castelnau, Alexandre Langlois.